bon, on va s'arrêter. Ça reprend. On a un direct, mais direct de 2 minutes. Direct de 2 secondes. Direct. C'est bon. Sinon, ça va s'arrêter. Attends. Ça marche. Oui, alors, John. Alors, je vais reposer la question pour le public. Alors, John. Non, c'est bon. Alors, John, on a repris le direct et je voudrais tout simplement signaler à nos amis qu'il n'est pas facile de mener ce direct pour une raison simple, c'est que ceux qui ont intérêt à ce que l'information ne se sache pas sont aussi en activité. Ils signalent les pages de part et d'autre, ils signalent ta page, ils signalent la mienne, donc ce n'est pas facile de mener ce direct-là parce que nous sommes en face d'une organisation criminelle et tentaculaire. Donc, personne d'entre ces gens-là n'a intérêt à ce que nous puissions savoir la vérité. Et tout à l'heure, avant qu'on ne puisse interrompre le direct, tu nous disais qu'il y a une situation précise. C'est qu'en Libye, il y a une situation absolument complexe sur le plan politique et géopolitique. Il y a un gouvernement d'union nationale qui résulte effectivement d'un accord entre tous les différents gouvernements qui étaient en Libye, il y en avait 3, et ils contrôlent des centres de détention qui sont officiels. Et il y a des milices qui contrôlent également des centres de détention. Et c'est dans les centres de détention informels, illégaux de ces milices que sont détenus nos frères et sœurs africains noirs de Côte d'Ivoire, du Niger, du Cameroun et du Sénégal, enfin, et d'autres pays, du Soudan, voire d'autres pays. Et que une autre précision que tu as faite, c'était que dans la ville de Sabrata, c'est dans la ville de Sabrata, qui est une ville très, très dangereuse, donc qui est frontalière de la Tunisie, si je me trompe. Cette ville-là est très dangereuse. C'est dans cette ville-là que les migrants arrivent le plus. Et c'est cette ville-là qui est sous le contrôle de cette milice et une ville extrêmement dangereuse. Oui, John Dal Carter. Exactement. Vous avez, par exemple, dans la partie de Sabrata, à chaque fois que j'interroge, par exemple, un responsable africain, il me dit toujours, mais voilà, personne n'a le droit d'arriver à Sabrata, tout simplement parce que cette ville est très insécurisée. Et c'est par là qu'on tombe directement les migrants en vacances de la Tunisie. Et Sabrata, c'est le point de départ pour les passeurs. C'est là-bas que les passeurs opèrent avec des mécanismes sur lesquels ils embarquent pour moyennant de montants allant à 7 000 € par personne. Parce qu'il faut le dire ainsi, le trafic est organisé et ça part d'une certaine idéologie. En ce qui concerne la Tunisie, et voilà, vous avez un groupe constitué de certains ressortissants d'Afrique noire qui sont membres, bien sûr, qui sont membres de ces réseaux-là. Passabouta, par exemple, comme à Tripoli, parce que c'est à Tripoli que j'ai assisté à la vente des noirs en direct. Cette vente-là se fait avec certains confrères ressortissants du Nigeria et du Ghana. Ce sont eux qui livrent les noirs à certains arabes moyennant des rançons. Donc on pouvait apercevoir des noirs se faire vendre 400 dinars. 400 dinars, c'est l'équivalent de 100 000 francs à peu près en francs CFA. Donc vous pouvez vous approprier un homme pour vous aider dans tous les travaux difficiles dont vous avez besoin. Vous pouvez vous approprier une femme que vous pouvez utiliser comme une mandat sexe. Donc, la situation elle est catastrophique pour les Noirs. Pratiquement, ceux qui sont détenus même dans des centres de détention légaux, bien voilà, ils ont des difficultés à se nourrir. Vu la quantité, vu le nombre de migrants que nous avons sur place, c'est compliqué pour certains de se nourrir. Alors, ils font parfois des jours sans manger, des jours sans se laver, etc. Mais ceux qui sont dans des centres de détention illégaux, alors c'est la catastrophe parce que ce sont les anciennes maisons de guerre. Ce sont les anciennes maisons de guerre qui sont le plus utilisées par les passeurs et les rebelles pour pouvoir conserver les milices, pour pouvoir conserver les migrants. Alors, donc, pour ceux qui ont, parce que là, on m'indique que le son est meilleur, donc ceux qui l'entendent, on entend distinctement, on entend mieux ce que tu disais, ou bien tout simplement notre conversation, notre échange. Alors, Sabrata, on revient dans cette ville de Sabrata. Tu nous as rappelé et réitéré que c'est une ville dangereuse, parmi les plus dangereuses de la Libye, donc depuis la situation de 2010-2011. Il y a également des choses très, très claires à préciser, c'est que le trafic intègre plusieurs niveaux.
il y a les passeurs, il y a également les rabatteurs. Les rabatteurs sont nigérians et ghanéens. C'est eux qui permettent effectivement de convoyer leurs frères et sœurs noirs africains jusqu'en Libye. Parce qu'il faut dire exactement comment se passent les choses. Ce sont des frères africains noirs du Ghana et du Nigeria qui sont les pourvoyeurs de leurs frères aux passeurs, moyennant des sommes allant jusqu'à 7 000 euros, as-tu indiqué. Et puis bon, maintenant à Sabrata, 7 000 euros, voilà, à Sabrata, maintenant, il y a des ventes aux enchères qui se déroulent. Les femmes pour servir effectivement d'objets sexuels et les hommes pour les travaux de somme, les différents travaux domestiques. On peut obtenir un homme pour 400 dinars, c'est-à-dire environ 100 000 francs CFA, 152,24 euros, pour être plus précis. Donc, un noir africain du Cameroun, du Sénégal, du Ghana, du Soudan, du Niger, du Mauritanie, que sais-je, est vendu 100 000 francs CFA pour des travaux domestiques en Libye et les femmes sont vendues 100 000 francs CFA pour être des jouets et des objets sexuels là-bas, entre autres à Sabata et dans d'autres villes de Libye. Si j'ai bien résumé, John Dal Carter. Exactement. Donc, les montants sont 400 dinars, voilà. 400 dinars, vous avez un être humain. Donc, avec 400 dinars, 100 000, et Patricia me signalait et elle me dit, et c'est très important de le dire, c'est qu'ils n'ont pas de salaire et que dans ces camps, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de nourriture pour tout le monde parce que c'est un bétail humain qui est rangé. Et chaque fois qu'ils peuvent manger, mais quand ils ne peuvent pas manger, eh bien, c'est au petit bonheur la chance. Exactement. Voilà. Donc, voilà, je vais résumer encore plus parce qu'il y a beaucoup qui nous rejoignent, ceux qui n'étaient pas là au début, ceux qui n'entendent pas très bien. John Dal Carter, c'est le jeune africain qui a été à l'origine de ces révélations qui indignent le monde, des révélations sur une situation abjecte, abominable, intolérable, qui se déroule dans un pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, qui s'appelle la Libye. En Libye, on vend des hommes noirs, qui viennent du Sénégal, du Mali, de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de Mauritanie, et d'un certain nombre de pays africains subsahariens à 400 dinars, c'est-à-dire à 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA. Ils sont vendus aussi parce qu'il existe des rabatteurs, des frères africains noirs du Nigeria et du Ghana qui sont intégrés dans cette filière mafieuse et qui fournissent des objets sexuels, donc des femmes en Libye, à Sabrata plus précisément, et des bêtes de somme, des hommes qui peuvent travailler à tue-tête, allègrement, pour le bénéfice de ceux qui peuvent les acheter sur les marchés à partir de 400 dinars, c'est-à-dire 100 000 francs CFA. Et donc, John Dal Carter a fait ces vidéos amateurs qui auraient pu être diffusées par BFM TV, qui auraient pu être diffusées également par d'autres personnalités africaines stars des médias, de la télévision ou du football, mais qui ont pensé que ce n'était pas utile, que ce n'était pas nécessaire. Et donc, il s'est adressé à d'autres personnes. Et c'est comme ça que CNN est rentré dans la boucle. Et cette journaliste soudanaise qui est présentée comme étant celle qui a révélé, eh bien, elle s'était appropriée ces vidéos-là et en est devenue l'auteur. Donc, nous sommes avec John Dal Carter qui nous permet d'avoir le fin mot sur la filière pour que le gouvernement libyen qui a annoncé dimanche soir, au lendemain des grandes manifestations à Paris, à Montréal et partout, un peu partout dans le monde et en Afrique, le gouvernement libyen a publié un communiqué à 18h30 dimanche soir pour dire qu'ils allaient ouvrir une enquête et que mercredi prochain, un conseil des ministres allait plancher sur la question. Mais pour nous, il n'était pas question de relâcher la pression. Il est question qu'avec ce collectif, ces coordinations de collectifs, autant pour moi, qui sont en train d'être menées ici à Paris et avec le continent, que nous maintenions la pression, que nous puissions documenter le sujet pour que les victimes soient relâchées une par une jusqu'à la dernière, que les coupables soient interpellés, que ce réseau soit démantelé. Alors moi, je voulais juste demander une question à John, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sort des migrants sur place. Nous avons eu à faire une manifestation par le collectif contre l'esclavage et les camps de concentration à Paris ici. J'aimerais savoir si ça a favorisé déjà, est-ce que vous avez eu l'écho de cela? Est-ce que vous avez eu des frères et sœurs qui sont en Libye qui ont eu écho? Et deuxièmement, c'est de savoir si, est-ce qu'on les a mis aussi en danger? Parce que vous savez, en faisant une manifestation, si leurs bourreaux, leurs mafieux, leurs criminels sont au courant,
ils peuvent avoir aussi des représailles. J'aimerais bien avoir un mot là-dessus. Merci. D'accord. John Alors, Chavo. déjà, en ce qui concerne les manifestations, personnellement, j'ai pensé que ces manifestations auraient bougé des choses. Hier, comme je vous l'ai dit tantôt, hier, j'ai eu en direct un confrère sénégalais en direct de Tripoli qui me disait, c'est-à-dire à l'instant que j'appelais, il était en ligne avec un policier libyen, apparemment qui n'était même pas au courant qu'il y avait une manifestation dans le monde contre ces pratiques-là. Un policier libyen qui réclamait une rançon parce qu'il détenait des Camerounais. Alors, j'ai essayé, si vous voulez, et après je vais envoyer la conversation de ce policier, de mon collaborateur, mon grand frère, pour qu'il essaye d'attaquer avec nous. Il y en arabe parce que mon collaborateur parle arabe, c'est anglais, c'est originaire du Sénégal. Donc, on a eu un policier qui a carrément demandé une rançon, c'est-à-dire 300 000 francs CFA qu'il réclamait pour pouvoir libérer les Camerounais qu'il détenait, comme quoi il allait les tuer. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de manifester, de l'autre côté, la vente continue tranquillement. Donc vous voyez qu'en fait, il faudrait qu'on essaie de mettre vraiment la pression. La pression doit être énorme parce que j'ai pensé que ça devait changer quelque chose, mais bon, pour l'instant, on n'observe pas une réelle différence parce que quand je rentre en contact avec les collaborateurs, on a toujours comme l'impression que ça n'avance pas. Ils sont toujours dans les mêmes conditions précaires que par le passé. Alors, merci. Ma sécurité. Oui. Oui, Don. Oui. Oui, voilà. En ce qui concerne ma sécurité, vous savez que bien avant que ce phénomène prenne de l'ampleur comme aujourd'hui, j'étais déjà menacé. J'ai reçu une menace de mort sur ma page officielle par un inconnu. J'ai reçu des appels anonymes me demandant de me taire. J'ai été arrêté de manière arbitraire en Tunisie, enfermé pendant une journée. Et le soir, quand on m'a relâché, on m'a dit il faut que je ferme ma grande gueule parce que c'est un business. C'est pour vous dire que le réseau, il est fissuré depuis nos pays d'origine jusque dans ces pays-là. Je me suis attardé sur un cas particulier comme celui de la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays aujourd'hui qui est touché. Quand vous arrivez en Tunisie, la forte communauté noire de Tunisie et ivoirienne. Et vous constatez que ces gens-là sont vendus, on peut dire, entre guillemets, en Tunisie, dans la mesure où ils sont mis sous des contrats. C'est-à-dire, on les vend sous forme de contrats à des Tunisiens. Alors, ce sont eux qui font des travaux domestiques, ce sont eux qui font des travaux champêtres. Le contrat va de 3 à 5 mois. Ça, c'est fait par nos confrères et certaines autorités de certaines ambassades d'Afrique. Ça, il faut que je vous le dise. Et voilà, c'est pourquoi quand j'essaie de rentrer en contact avec certains d'entre eux, à relier l'information, ils étaient catégoriques, le refus était identique. Donc la situation, elle est, entre guillemets, certes le monde en parle, mais sur le terrain, ça n'a pas encore commencé à bouger. Donc, voilà. Merci John pour cette séquence. Merci surtout à Patricia pour cette question parce qu'elle est très importante. Je vais résumer vraiment un peu avec une voix un peu plus haute pour que les uns et les autres puissent écouter. Trois choses. John Dalcarter nous signale que ce que nous sommes en train de dénoncer se trouve aussi, cette situation existe également en Tunisie. En Tunisie et dans un certain nombre de pays aux alentours. Nous allons nous intéresser au cas de la Tunisie. Il y a des contrats qui sont passés avec des filières mafieuses pour que les Africains noirs, donc des Ivoiriens entre autres qui constituent le gros et la majorité de la communauté africaine en Tunisie, puissent être utilisés également comme bêtes de somme, comme travailleurs non rémunérés ou très très faiblement rémunérés pour différents travaux domestiques et champêtres. Également, le phénomène l'est également pour les femmes qui sont utilisées comme celui du cas de Sabrata, comme étant des objets sexuels. Et que John Dalcarter, précisément, a été menacé de mort. Il a été détenu, gardé à vue pendant une journée et on lui a demandé de se taire parce qu'il s'agissait d'un business. Je réitère bien ces propos. Il s'agit d'un business. C'est-à-dire qu'on est à la confluence d'une activité criminelle, mafieuse et puis également, entre guillemets, il faut le dire, des affaires. Hein. Ce sont des gens qui considèrent qu'on peut vendre un homme, échanger une femme, comme on peut échanger une canette. Hein. Tiens, tenez, on prend une canette, on vous la vend, on prend un téléphone, on vous le vend. Donc, c'est comme ça que les Ivoiriens sont vendus
également comme un bétail là-bas. Concernant le Cameroun, quand la question lui a été posée de savoir si les manifestations organisées à Paris avec la mobilisation et le succès qu'on connaît, je dis succès populaire puisqu'il ne s'agissait pas d'un concert de rock ou d'un match de football, eh bien, il a dit que son collaborateur sénégalais qui est à Tripoli, dans la capitale de Libye, lui a dit qu'il était en face d'un policier qui réclamait des rançons pour libérer des Camerounais. Il réclamait 300 000 francs CFA. Parce que tout à l'heure, John Dal Carter va nous préciser s'il s'agissait de 300 000 francs CFA par personne ou 300 000 francs CFA pour l'ensemble. Je ne veux pas dire le lot parce que ce sont ces esclavagistes qui utilisent le terme lot, puisque pour eux, c'est simplement des marchandises, mais pour les 4 personnes, puisqu'il s'agissait de 4 personnes, est-ce que c'est 300 000 francs CFA par personne ou c'est 300 000 francs pour les 4 Camerounais? Eh bien, là encore, on va dire que le policier n'était pas du tout au courant, selon ce que nous rapporte John Dal Carter. Le policier n'était pas du tout au courant des manifestations qui sont organisées à travers le monde, notamment à Paris, qui a lancé un tout petit peu le mouvement. Donc, la situation continue. Ils sont complètement coupés de nos manifestations, de notre mobilisation. Et l'activité tentaculaire, l'activité abjecte, abominable, aux 1001 ramifications se poursuit, puisque ce policier, il s'agit bien de policiers, donc ça veut dire que à la fois les forces officielles, à la fois les milices sont impliquées là-dedans, et que si le gouvernement libyen qui dit ouvrir une enquête doit avoir de l'information, eh bien voilà une information précise, claire. Il s'agit de policiers également qui sont impliqués dans le réseau, cette fois à Tripoli et non plus simplement à Sabratha, cette ville dangereuse. Alors moi, j'aimerais savoir, peut-être qu'on va profiter de l'occasion, il y aura peut-être d'autres directs un peu plus, profiter de l'occasion, savoir quel est le message qu'il aurait à donner à la jeunesse africaine sur place et quelles sont vos perspectives, qu'est-ce que vous proposez justement pour cette jeunesse? Est-ce qu'il faut informer plus des personnes sur place au niveau des gouvernements? Il faut travailler avec les gouvernements pour informer, faire de la prévention des régions où les jeunes partent. On vous donne la parole, John. Alors, exactement. Il faut déjà dire, les gouvernements, vous savez, quand vous contactez, je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire, quand vous contactez une ambassade comme celle de la Côte d'Ivoire, qui est censée protéger ses concitoyens et que cette ambassade réagit par le négatif. Alors je me pose bien la question de savoir ce que le gouvernement du tutelle, ce que le haut niveau pourrait nous dire. Parce que jusqu'ici, il n'y a vraiment pas encore de réaction. Mais moi je dirais à nos confrères africains qui sont de l'autre côté, le problème est assez grave, il est assez critique. Et on est aujourd'hui face à une situation qui expose une fois de plus, qui met l'Afrique une fois de plus, l'Africain est à la risée du monde. Parce que vendre un être humain, c'est vraiment traité de rien du tout. C'est-à-dire, on a comme l'impression qu'on ne sait à rien. Alors, les gouvernements devraient se bouger. Les gouvernements doivent se mobiliser parce que il n'y a que ces gens-là qui peuvent nous aider à sortir de la situation totalement. Ce qu'on va faire, on va le faire à notre niveau, parce qu'aujourd'hui, ce que moi j'ai peur, c'est que le mouvement aille jusqu'au bout. Il ne faudrait pas qu'une semaine ou 2 semaines après, qu'on nous dise, eh bien bon, voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est que ça va continuer à battre son plein. Il faut que ça aille jusqu'au bout. Il faudrait qu'on obtienne une libération totale de nos confrères. Parce qu'ils ne sont pas 100, ils ne sont pas 1000, ils ne sont pas 2000, ils ne sont pas 5000. Alors, c'est quoi, John? John, c'est quoi lorsque vous dites qu'il faut que ça aille jusqu'au bout? Est-ce que les présidents africains doivent envoyer des cargos pour récupérer ces jeunes, pour les insérer dans la société? Qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsque vous parlez, on doit aller jusqu'au bout. Déjà, je pense, effectivement, il faut qu'on les libère. Envoyer des cargos, il faudrait que je vous le dise, ceux qui rentrent, ce sont ceux qui ont été identifiés dans les différents consulats ou encore dans les organisations internationales telles que l'OIM. Mais peut-être que vous ne le savez pas. Quand vous partez de la Tunisie pour la Libye, vous partez pour une Libye, que vous n'avez pas le droit d'emporter avec vous un passeport ou un téléphone ou bien de l'argent. Ceux qui partent avec de l'argent et cachent sa part de eux, vous êtes partez comme un clandestin en entier. Vous n'avez pas
l'accès est compliqué, où les gouvernements n'ont pas accès, où l'Organisation internationale pour les migrants n'a pas accès. Comment est-ce qu'on fait pour libérer ces migrants-là si les différents gouvernements et le gouvernement libyen ne s'entendent pas pour faire pression sur ces rebelles? On va libérer les rebelles, les migrants de Tripoli. Et qu'est-ce qu'on fait de ceux de Benghazi? Qu'est-ce qu'on fait de ceux de Misrata ou alors de ceux de Sabata? C'est ça le problème. Actuellement, on se concentre sur ceux qui sont à Tripoli. Mais dans les autres localités, ça n'avance pas. C'est compliqué. D'accord. Alors, John, pour que les uns et les autres puissent suivre, alors là, tu nous disais à l'instant que quand bien même on libérerait ceux de Tripoli, comment on ferait pour ceux de Benghazi et de Sabratha? Parce que là-bas, les forces gouvernementales, les forces officielles n'ont pas accès, puisque ce sont des zones de guerre, ce sont des zones dangereuses, comme tu l'as rappelé pour le cas de Sabratha. Eh bien, il y a beaucoup, et beaucoup encore, plus qu'on ne l'imagine, des migrants là-bas. Et tu as rappelé avant que les gouvernements africains sont ambigus, puisque il faut déjà dire que ceux qui ont été libérés, parfois l'ont été parce qu'ils ont été identifiés par leur consulat. Et que quand vous posez la question à des autorités diplomatiques ou consulaires, eh bien, vous avez des réponses, comme on dit, des réponses ambiguës ou pas de réponse du tout. Alors, quand on voit que les présidents de Côte d'Ivoire, les présidents du Niger, les présidents du Sénégal, entre autres, ont réagi dès vendredi, le président Condé de Guinée, qui est président d'exercice de l'Union africaine, ils ont réagi. Alors, on se pose la question de savoir quel est véritablement l'engagement, la sincérité de la prise d'engagement des gouvernants africains. Surtout qu'au niveau de l'Union africaine, il faudrait considérer ce que vous êtes en train de dire à l'instant, c'est que ces zones-là doivent être libérées, ces zones de rébellion doivent être libérées pour que les Africains noirs qui sont là-bas puissent être libérés. Et puis, une autre chose que vous avez indiquée, vous avez libéré d'une manière concertée avec, je pense, les protagonistes, et c'est ça qui va être difficile. Voilà. Entendre pour pouvoir faire libérer. C'est ça qui est difficile. Il faudrait qu'on lui pose la question, qu'est-ce qu'il en pense? Alors oui, justement, avant ça, je vais résumer totalement pour que les autres, parce que comme la liaison est mauvaise, ceux qui me l'indiquent nous disent que la liaison est mauvaise, c'est pour que nous puissions effectivement parler un peu plus fort pour que les uns et les autres puissent écouter. Et à l'attention de ceux qui disaient que le visage exposé de John Dal Carter pourrait lui causer de préjudice, eh bien, vous avez remarqué, on l'a un tout petit peu retourné et je vous en remercie parce qu'il est de notre devoir à tous de nous protéger, de protéger ceux qui s'engagent dans cette voie-là, de protéger les lanceurs d'alerte parce qu'il faut dire que c'est aussi grâce à John Dal Carter que nous avons vu ces vidéos amateurs qui ont alerté le monde, qui est aussi John Dal Carter et un certain nombre de personnes avec qui il travaille, que nous avons ces informations de première main, notamment ce Sénégalais, ce frère africain qui nous a dit que les Camerounais, 4 Camerounais ont besoin d'être libérés sous caution par un policier libyen qui les détient par devers lui et non même pas simplement dans un commissariat officiel. Donc voilà les situations. Sur le plan officiel, dans le gouvernement à Tripoli, il y a des policiers qui se livrent à des pratiques mafieuses, des pratiques de corruption, des pratiques esclavagistes, parce que là, en l'occurrence, 4 Camerounais sont détenus après les manifestations que nous avons organisées et avec les différents groupes et collectifs en France, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout. Et donc, John Dal Carter, il y a un certain nombre de questions qui sont posées par les uns et les autres, justement sur ta protection, sur ceux qui demandent, je suis en train de lire rapidement, il y a Ninos Degré qui nous dit qu'une marche ne suffira pas, il faut une mobilisation géante mondiale à une même date. Je crois que ce sont des idées qu'il faut creuser. À côté de cette mobilisation, on va dire que ceux qui posent la question de savoir si les gouvernements sont sérieux, tu as commencé à répondre en disant qu'il y a une ambiguïté au niveau des consulats et des représentations diplomatiques. Et tu as également dit que les filières partaient des pays africains noirs eux-mêmes parce que c'est un business tentaculaire. Nous avons des Nigériens, nous avons des Ghanéens qui agissent et qui sont identifiés comme des rabatteurs. Ça veut dire que le gouvernement de M. Buhari, le gouvernement de M. Nana Addo doivent être interpellés pour que leurs ressortissants, leurs concitoyens qui sont coupables de ces pratiques d'esclavagisme, puisqu'il faut le dire, ils sont complices, et bien évidemment, pour que ces gouvernants soient interpellés. Je rappelle, Jean Crépin-Niamsi, que nous sommes dans le cadre d'une coordination. Nous avons considéré qu'il n'était pas question de laisser et de relâcher la pression. C'est pour cette raison que suite à l'interpellation fraternelle de John Dal Carter qui m'a appelé, qui m'a écrit
rapidement un message après les manifestations. Nous nous sommes engagés pour pouvoir non seulement le protéger, mais également aussi pouvoir avoir des informations de première main. Patricia Bouba, des informations de première main pour qu'on puisse savoir exactement quelle est la situation, savoir quels sont les pays impliqués, quels sont les ressortissants africains qui sont impliqués. Là, nous venons d'avoir un exemple très, très clair. 4 Camerounais à Tripoli qui doivent être libérés pour une rançon de 300 000 francs CFA. Nous avons la ville de Sabrata, des villes de Sabrata et de Benghazi très dangereuses, auxquelles n'ont pas accès les forces gouvernementales, où sont détenus des milliers d'Africains qui ne mangent pas, qui ne peuvent pas boire à leur guise, qui n'ont pas de médicaments parce qu'ils sont vendus 100 000 francs CFA, c'est-à-dire 400 dinars, alors qu'ils sont, ils ont payé 7 000 euros pour parvenir, aller justement rejoindre l'Eldorado ou tout simplement trouver des opportunités meilleures, puisque dans leur pays, comme on le sait, les opportunités sont réduites pour la jeunesse, la pauvreté, la misère, la précarité existent. Jean Crépamy. John Carter, quelle est la nationalité la plus touchée? Quelle est la nationalité la plus touchée? C'est vrai qu'on retrouve. Vous me suivez? Oui. Voilà. C'est vrai, ça dépend beaucoup plus de l'entrée. Parce qu'il faut le dire ici, il y a une entrée par la Tunisie. J'espère que vous me suivez. Oui, on le suit parfaitement. D'accord. Je disais tantôt, les ressortissants qui partent de la Tunisie sont beaucoup plus originaires de la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, nos ressortissants d'Afrique centrale transitent beaucoup plus par le Niger, c'est-à-dire par le désert d'Agadez pour pouvoir rallier la Libye. Il y a également un autre, exactement, il y a aussi notre passage du côté du Tchad. Bon, maintenant, en termes de majorité, vous avez beaucoup plus de Sénégalais, beaucoup plus d'Ivoiriens, des Camerounais et aussi des Nigérians. Il y a des Nigériens en quantité. Donc voilà les nationalités qui sont fortement représentées. Donc, si on se comprend bien, nos frères africains participent à la vente de leurs propres frères. Bien sûr, je le dis avec certitude, après avoir, vous savez, quand je vais vous relater mon histoire, comment j'ai fait pour aller là-bas et revenir, vous comprendrez beaucoup de choses. Oui. C'est-à-dire, à la base, quand je partais, par exemple, quand vous partez de la Tunisie pour le pays, le percepteur d'argent, c'est un noir. Le guide, celui qui vous guide jusqu'à Sabata, c'est un noir. Le guide qui va conduire jusqu'à Tripoli, c'est un noir. Et c'est ce même guide-là qui négocie la vente, qui négocie le tarif. C'est ce même guide-là qui fait venir les noirs depuis Sabata et puis les autres localités pour les livrer aux Arabes. C'était un Nigérian. Donc c'est pour vous dire, le noir, plus vite, et en passant, il y a l'information capitale que je voudrais passer. Le Cameroun, apparemment, n'a pas de représentation diplomatique en Libye. Pour cela, l'ambassade de Tunisie avait choisi un compatriote en Libye pour représenter les Camerounais. Et ce dernier est un passeur. Ce dernier, au lieu de représenter ses confrères, et bien voilà, celui qui fait passer les gens des différentes nationalités, c'est lui qui. Oh là là, c'est terrible. Un confrère camerounais qui a été choisi par l'ambassade de Tunisie. L'ambassade du Cameroun en Tunisie. L'ambassade du Cameroun en Tunisie. Ça, c'est l'information que j'ai eue du consul de l'ambassade. Est-ce qu'il est identifié, cette personne? On connaît son nom, sans pour autant le dire, mais on connaît son nom, il est identifié? Bien sûr. D'accord. Pour ça, je vais prendre les informations nécessaires et je vais vous les communiquer si vous en voulez. Les Camerounais, les filles en Libye, et il a été choisi, désigné par l'ambassade du Cameroun en Tunisie pour s'occuper de ses compatriotes, mais sauf que ce dernier, au lieu de faire le travail qui lui est dédié, est plutôt là pour faire le travail de passeur, c'est-à-dire prendre de l'argent aux ressortissants africains, passeurs et Alors, connaissant le risque qu'il y a, c'est-à-dire il faut bien qu'on se comprenne. Il choisit d'être passeur, le noir, connaissant le risque qui se trouve de l'autre côté, chez les Libyens, pour ses frères. Est-ce qu'il est en connaissance du risque pour les frères qu'il fait passer de l'autre côté? Ils savent.
vous voyez des Noirs qui n'ont pas à manger, vous voyez des Noirs qui ont fait 3 jours sans manger, là, vous les voyez, ça frappe à l'œil. Ce sont les mêmes choses que vous venez chercher pour aller livrer aux Arabes dans certaines localités. Parce qu'il faut le dire, les camps, c'est dans plusieurs villes de Libye. Vous avez à Misrata, à Benghazi, à Tripoli, à Sabratha, vous avez des camps de détention un peu partout. Des centres de détention illégaux. Alors, donc, on va résumer, parce que là encore, on a des informations très importantes. John Dal Carter nous a raconté un tout petit peu son histoire pour illustrer un tout petit peu, ou bien de manière encore plus précise, le chemin. Il faut dire que les 3 voies d'accès à la Libye, parce que c'est le dernier point de traversée vers l'Occident, c'est-à-dire que l'horizon que se fixent les migrants, nos frères et sœurs qui vont vers l'Europe, ils ont choisi d'aller à pied, comme d'autres en bateau ou en avion, pour aller en Europe. Ils sont allés à pied donc. Et il y a le désert d'Agadez au Niger, il y a le Tchad et il y a la Tunisie. Et quand on passe par la Tunisie, quand on passe par le désert d'Agadez au Niger ou quand on passe par le Tchad, il faut le dire, les passeurs sont noirs. Quand on passe de la Tunisie vers la Libye, de Sabratha à Sabratha ou à Benghazi ou Tripoli, les passeurs sont noirs. C'est-à-dire que ceux qui fournissent aux Arabes, qui sont les propriétaires, évidemment, en dernier ressort de ces bêtes de somme, entre guillemets, puisqu'on les utilise comme bêtes de somme pour les travaux champêtres, les travaux domestiques interminables qu'on ne rémunère pas, ou les objets sexuels pour les femmes, ceux qui sont utilisés sont passés par des frères noirs sud-sahariens. C'est-à-dire que dans ce travail-là, John Dal Carter nous a dit que les Nigérians jouent un rôle très important, les Ghanéens également jouent un rôle très important comme passeurs. Il a identifié de manière précise les nationalités. Et tout à l'heure, il a évoqué de manière statistique comme ça, globalement, le gros des troupes. Il s'agit d'Ivoiriens, il s'agit de Tchadiens, il s'agit de Sénégalais, il s'agit de Camerounais et il s'agit de Nigériens également. Et tout aussi, il nous a dit qu'il était important de rappeler qu'un des passeurs était camerounais, puisque un Camerounais a été choisi, le Cameroun n'ayant pas une mission diplomatique ou un poste consulaire à Tripoli ou en Libye de manière générale. Le consulat, l'ambassade du Cameroun en Tunisie, le consulat du Cameroun à Tunis a désigné un Camerounais pour s'occuper des affaires consulaires, administratives, représenter tout au moins le pays là-bas. Et il se trouve que celui-là aussi est passeur, c'est-à-dire que le gouvernement camerounais est interpellé à ce niveau. Ses ressortissants s'y trouvent. Un passeur camerounais est impliqué dans la filière et ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il est censé représenter le Cameroun comme consul honoraire là-bas. Et c'est une question absolument délicate ou tout au moins importante et cruciale, puisqu'il s'agit d'une question à la fois d'image, il s'agit aussi d'une question de droits humains, il s'agit aussi d'une question d'honneur, comme l'a rappelé John Dal Carter en parlant de son propre exemple, en dénonçant, en s'indignant sur cette situation. Alors, John Dal Carter, il y a une question, je suis en train de regarder un tout petit peu les préoccupations des uns et des autres sur la difficulté majeure qui est que la Libye n'est même pas un pays, parce que la situation en Libye depuis la chute de Kadhafi, on la connaît, c'est un pays failli, un État instable qui reposait déjà sur une alliance entre les tribus, les familles et les villages. Est-ce que pour toi qui as vécu, tu penses qu'il est possible d'avoir une action concerter une action efficace au niveau de l'Union africaine ou des pays africains avec un pays qui vit une situation d'instabilité, de précarité comme la Libye aujourd'hui? C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est un peu difficile dans la mesure où ce sont les rebelles qui ont le contrôle de certaines localités. Mais il faut aussi dire que les policiers jouent un grand rôle. Mais si l'Afrique se met, toute l'Afrique s'unit pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir exiger la libération de nos confrères, on peut arriver à quelque chose. On peut bien le faire. Mais jusque-là, et voilà, toujours entre guillemets, pas unis. Chacun essaie de monter ses projets de gauche à droite. Les gouvernements en entier ne sont pas unis. Chacun se contente d'aller récupérer ses compatriotes pour les ramener au pays. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un problème africain. Vous allez dans les localités comme Sabata, comme Benghazi, il n'y a pas de c'est un problème africain. Ne vous contentez pas d'aller choisir vos compatriotes
dans les différentes villes en Libye. Ok, mais merci John Dahl pour cette séquence. Alors, évidemment, John Dahl parle de synergie, il parle de toutes les nationalités qui sont touchées, surtout d'un travail qui doit être fait au niveau africain, au niveau de l'Union africaine, pour que à la fois cette pression, cette action concertée et générale puisse avoir la chance d'aboutir, parce que évidemment aujourd'hui nous parlons de questions assez sensibles, mais surtout nous mettons en perspective le fait que chaque Africain là-bas, chaque Africain noir là-bas doit être libéré dans les camps, qu'il s'agisse de Sabrata, qu'il s'agisse de Benghazi, qu'il s'agisse de Tripoli ou d'autres endroits en Libye. Alors Marie-Chantal Schneider disait pourquoi des précisions sur les nationalités, c'est quoi ce communautarisme? Non, ma chère Marie-Chantal, il ne s'agit pas de communautarisme, il s'agit simplement d'avoir une précision pour que l'action soit plus efficace. Les relations diplomatiques se passent les relations diplomatiques, je disais tout à l'heure, se passent entre États. Donc, parfois, si l'Afrique ne peut pas agir de manière générale, les relations bilatérales entre deux pays peuvent permettre effectivement d'agir. Dans le cas d'espèce, quand on parlait de Nigérians et de Ghanéens, c'était pour que ces gouvernements aussi soient déjà interpellés ou saisis, et qu'au niveau de l'Union africaine, qui puisse avoir effectivement un travail concerté sur la base d'informations précises. Donc, il ne s'agissait pas pour nous, loin de nous, le propos n'est pas de communautariser ou de singulariser. Le propos pour nous est d'avoir l'information la plus précise possible pour qu'au niveau de l'Union africaine, cette coordination se fasse, mais aussi au niveau bilatéral avec la Libye, les pays puissent agir en conséquence. Et puis, il y a Zézé, du Schengen, qui a un nom, je crois que c'est un pseudonyme, qui nous dit qu'il se pose la question si le gars est passeur, il a dit le gars est passeur et non vendeur, faut être sérieux là. Non, Zézé, on n'a pas dit que les passeurs étaient des vendeurs. On est dans une filière. On est simplement dans une filière en disant que ceux qui sont des passeurs sont ceux qui sont d'Afrique subsaharienne, des Nigériens et des Ghanéens. Parce que nous sommes en train de documenter, de remonter toute la filière et de dire à nos chefs d'État, aux organisations internationales, aux organes de justice qui pourront se saisir de l'affaire, comment la filière se passe. Il n'y a pas de crime sans complicité. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'un crime abominable, abject. Il faudrait qu'on puisse savoir comment ça se passe. Pour arrêter et endiguer cela, il faudrait que nous puissions avoir l'information la plus précise. Nous ne sommes pas là dans une histoire où il faut absolument protéger les gens parce qu'ils sont noirs, protéger les gens ou infustiger les gens parce qu'ils sont arabes. Nous voulons savoir ce qu'il se passe exactement. Et avec John Dahl Carter, nous avons la chance et le privilège d'avoir quelqu'un qui a été qui a pris ce chemin-là, qui a fait ce chemin-là, et qui aujourd'hui a tourné des vidéos pour renseigner le monde sur ce qui se passe. Et donc, pour nous, il n'est pas question de dire tel est vendeur et puis bon, tel est passeur, il a moins de responsabilité. Nous voulons avoir l'information la plus précise. Mais en plus, mon cher Abdel, John Carter, pour mon frère Zézé du Schengen, il a bel et bien dit que les passeurs, ils peuvent être passeurs et des vendeurs. Je pense que c'est ce que John Carter a dit. Voilà. Parce que ces gars, ils livrent, ils sont en même temps des passeurs, mais on leur propose de l'argent. Ils vendent leurs frères. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit, John Carter, mais essayez de nous préciser effectivement sur le problème sur la différence entre passeurs et vendeurs de nos frères, sur voilà, le comportement de nos frères africains à ce niveau. Pour avoir lu certains commentaires, parce que ça dérange beaucoup de gens, John. Ça dérange beaucoup de gens, John, lorsque tu parles de la filière, parce que finalement, on voit que les passeurs sont que des Noirs, des frères noirs, et finalement, on est bien en Libye. Le problème, c'est bien en Libye. Et on s'attarde sur les passeurs soi-disant noirs. Alors, quand il y a un trafic, les passeurs font passer pour pouvoir aider leurs compatriotes, leurs frères et sœurs pour arriver en Europe. Ce n'est pas dans le but de les vendre, même si avec la complicité, ils se rendent complices de faire ça, mais ce n'est pas forcément dans le but de faire ça. Alors, il faut vraiment nuancer parce que ça choque aussi les personnes de se dire que c'est les frères qui vendent
Parce que le terme de passeur et de vendre, comme on a vu sur votre vidéo sur les marchés, c'est pas du tout la même chose. Parce que celui qui passe, il fait passer la personne, certes, il prend l'argent, mais pour lui, il ne va pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Quitte à se dire, il s'en fiche de ce qui se passe de l'autre côté, il est en train d'aider la personne à faire un bout de chemin et l'autre passeur va prendre un bout de chemin pour faire passer. Et c'est ça la nuance. Et on aimerait véritablement que tu nous mettes le point, premièrement sur la vidéo que tu as eu à faire, dans quelles conditions, et effectivement, en Libye, qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? Qu'est-ce que tu as vu? Exactement. Bon, déjà, je voudrais revenir aussi sur ce petit point. Je disais, un passeur, c'est entre guillemets un facilitateur. Vous avez à toutes les frontières, dans toutes les frontières, vous avez des représentants de différents pays qui veillent aux sécurités de nos frontières. Donc ces passeurs-là sont ceux-là qui vous facilitent l'accès, qui facilitent le passage d'un pays à un autre. Ça, il faut le préciser. Donc maintenant, une fois en Libye, il y a une autre catégorie de passeurs, c'est-à-dire ceux-là qui vous permettent d'embarquer plus facilement sur les chalutiers vétustes, parce que ce sont les passeurs qui sont propriétaires de certains chalutiers vétustes. Et ces passeurs sont mixtes. Vous avez des passeurs africains, noirs, vous avez des passeurs blancs, arabes, etc., etc. C'est différent du vendeur. Bon, maintenant, en ce qui concerne le vendeur, il est en collaboration avec certains passeurs. Ça, il faut le dire. Ils sont maintenant en collaboration avec certains passeurs. Donc, ils proposent de l'argent à certains passeurs pour pouvoir avoir les noirs. C'est pourquoi certains passeurs sont obligés de livrer leurs propres frères aux blancs, aux arabes contre de l'argent. Ça, il faut le souligner. Bon, maintenant, en ce qui concerne la question de ce que je dis, alors déjà, il faut dire du côté de Sabata, j'ai vu des noirs qui n'avaient qu'un seul rêve, rentrer à la maison. Mais j'ai aussi rencontré ceux qui ont, c'est-à-dire, ils n'ont plus le courage de rentrer à la maison pour être tués. Ils ont peur d'affronter la honte dans le pays respectif. Ils se disent, soit j'arrive en Europe, ou alors la mort va m'abréger mes souffrances parce que je ne peux pas rentrer dans mon pays souffrir. Vous avez des Nigérians qui vous disent, moi j'ai fui mon pays à cause de Boko Haram. Ça sont des cas particuliers. Bon, maintenant, quand vous arrivez à Tripoli, vous assistez à la vente des Noirs. Alors, premier constat, vous voyez, cette vente se fait très rapidement. En 30 minutes, vous pouvez vendre une trentaine, cinquantaine de Noirs. Ça se fait très rapidement. Et à chaque fois, quand vous prenez votre marchandise, alors vous sortez avec lui. Donc vous ne restez pas là. Donc dès que vous payez votre argent, vous sortez, vous embarquez dans votre véhicule, vous l'amenez. Vous l'amenez maintenant où? C'est ça le problème. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui dont on n'avons pas de nouvelles, parce qu'on ne sait pas de quel côté il se trouve. Je reçois des coups de fil de certaines personnes qui, bien voilà, après un an et demi d'absence, surgissent comme ça, après avoir passé des mois de calvaire dans une maison, des mois et des mois de calvaire. Et laissez-moi vous dire que même les hommes sont utilisés comme objets sexuels. J'ai eu le témoignage d'une femme, exactement, il y a des hommes qui sont utilisés comme objets sexuels. C'est-à-dire, vous avez vu un jeune de 20 ans, qui est utilisé comme objet sexuel, jeté à la mer après. Ça, c'est un témoignage que j'ai reçu. Mais en ce qui concerne ce que j'ai vu, c'était horrible. C'était horrible. Vous avez des femmes enceintes qui n'ont pas de soins. Vous avez des femmes enceintes qui accouchent dans des prisons. Vous avez des femmes enceintes qui vous disent, mais attendez, c'était terrible. C'était terrible. Expliquer ça, c'est l'enfer, c'est le suicide en fait, ce qui se passe en Libye. Mais on a comme l'impression, il n'y a pas de mots pour qualifier l'atrocité de ce qui se passe en Libye. Parce que la vidéo que CNN a travaillée, à l'origine, elle est en arabe. Elle a été retravaillée, elle a été traduite avant que la journaliste de CNN ne refasse une descente pour se rassurer de la véracité de ce que j'avais envoyé. Pour se rassurer. Vous parlez arabe, John? Vous parlez arabe? Non, je parle pas arabe. Quelques mots. J'entends quelques mots, ouais, quelques mots. Il y a des mots clés qui s'utilisent, que j'entends. J'entends quelques mots. Comment ça va bien. Je travaille comme ça. Mais la chance que j'ai eue, c'est d'être tombé sur mon collaborateur qui s'appelle
Sénégalais, paix à son âme, qui a rendu l'âme qui a battu en octobre dernier par les rebelles, parce que j'avais fait une vidéo, il y a eu une attaque, je crois que c'était à partir du 4 octobre dernier, il y a eu une attaque sur la plage du Sabrata contre les rebelles et les migrants, où on a dénombré une soixantaine de morts, personne n'a parlé, personne n'était au courant. J'ai fait une vidéo pour dire qu'on avait retrouvé une feuille de migrants sur la plage, personne n'a oublié. Donc, le problème, il existe réellement et c'est horrible ce qui se passe en Libye. C'est horrible. Il n'y a pas de mot pour qualifier ça. Le noir, là-bas, il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. Le noir, là-bas, en Libye, n'a pas de valeur. C'est horrible ce qui se passe en Tunisie. J'ai vu des femmes enceintes accoucher à même le sol dans des conditions moyenâgeuses dans les prisons, les camps de détention en Libye. J'ai fait des vidéos il y a quelques temps, en octobre dernier, quand Issa Diop, sénégalais aussi, comme John Dal Carter, qui s'était mis en tête effectivement de filmer, de documenter, de renseigner le monde sur les atrocités et sur la situation intenable en Libye. Ils ont fait des vidéos pour immortaliser ou illustrer ou tout simplement dire au monde qu'il y avait 60 migrants qui avaient été abattus comme des chiens sur la plage. Ils disaient sur le sol après les attaques entre forces rebelles et forces gouvernementales, tout au moins ceux qui se disputent la Libye de l'après-Kadhafi, comme on le sait, pour les puits de pétrole ou bien pour des contrôles de territoire. Eh bien, il l'a vu. Et il y a une discussion qui se passe en ce moment. J'aimerais le faire comme Patricia Ndinga l'a fait tout à l'heure. John Dal Carter est là pour nous renseigner, pour nous informer pour nous décrire dans le détail comment ça se passe. La situation, c'est la condamnation sans hésitation, exclusive et précise de l'esclavage de Noirs africains qui se déroule en Libye. Voilà la condamnation qui est faite par des filières menées par des policiers, par des bandits, par des criminels, par des tenants de bandes des miliciens arabes. Eh bien, maintenant, pour que ces frères africains, ces sœurs africaines qui sont mises en esclavage, vendues aux enchères à Tripoli, à Sabrata ou à Benghazi, dans d'autres villes de Libye, à 400 $ pièce, c'est-à-dire 100 000 francs CFA, pour que ces gens-là arrivent, il y a des passeurs. 400 dinars, autant pour moi, 100 000 francs CFA. Pour que ces gens arrivent, il y a des filières. Il y a des filières de passeurs. Et ces passeurs-là sont des Africains noirs, subsahariens, notamment du Nigeria et du Ghana. C'est précisément ce qu'il a dit. Jamais John Dal Carter n'a dit que les passeurs et les vendeurs étaient la même chose. Il a dit que les passeurs sont des Noirs qui, effectivement, facilitent l'accès à différents points, à Sabrata, par le désert d'Agadez au Niger, par le Tchad, etc., qui facilitent l'accès des migrants à ces différents points. Ils sont récupérés là-bas par ces esclavagistes qui les utilisent, qui les vendent pour des travaux domestiques, pour les hommes, et pour des objets, pour des jouets et des objets sexuels pour les femmes. Voilà la situation. Et il y a un certain nombre d'informations qui nous ont été données sur les nationalités qui sont représentées là-bas. Non pas par communautarisme, mais pour dire comment les gouvernements pourraient agir. Est-ce que c'est en envoyant des avions cargo, des envoyant des charters pour qu'on puisse rapatrier leurs citoyens? Est-ce que c'est en agissant au niveau de l'Union africaine pour qu'une solution globale soit trouvée à la situation? Est-ce que c'est avec les ONG qui sont sur place pour la situation sanitaire qui est absolument intenable et où on ne peut plus continuer à faire comme si rien n'existait puisque des gens meurent de famine, des gens meurent parce qu'ils n'ont pas à manger, c'est ça Jean Crépin-Niamsi, des gens aussi succombent parce qu'ils n'ont pas de traitement approprié, pas de médicaments. Voilà ce que John Dal Carter nous a dit exactement. Alors, il y a des frères et sœurs qui nous parlent. Je rappelle à Catherine Mengue qui intervient que quand elle donne des leçons de journalisme, je ne sais pas quel métier elle pratique dans la vie, mais pour ce qui me concerne, le journalisme, je l'ai appris depuis un moment déjà. Ça fait près de 20 ans. Et je suis diplômé d'une école de journalisme. J'ai pratiqué le journalisme. Donc, quand elle utilise des expressions, il faut vraiment qu'elle sache raison garder, que les gens restent polis quand ils viennent sur un direct comme celui-ci, parce qu'on n'est pas là dans le jeu. On est dans des situations dangereuses. On traite donc les leçons de journalisme, elle peut les garder, elle peut les écrire par ailleurs. Ce n'est pas ici que ça se passe. Nous savons de qui nous tenons, nous savons d'où nous venons. Nous sommes dans un travail à la fois d'investigation, de documentation, de précision pour que notre continent africain puisse sortir d'une situation. Donc, les leçons
que les uns et les autres lisent rapidement sur Wikipédia. Ils peuvent les garder. Nous sommes en présence d'une situation que nous essayons de documenter avec un brave jeune Camerounais et africain, John Carter. Et surtout que Mme Catherine Mengue insiste qu'il faut aller manifester devant l'ambassade du Gabon. Je ne sais pas pourquoi, même si vous avez un problème avec le président Ali Bongo, c'est un problème africain. C'est un problème africain. Vous n'allez pas demander aux gens qu'il faut aller manifester devant l'ambassade du Gabon, l'ambassade de la Libye, comme si le problème concernait rien que le Gabon. Et John Carter ne nous a pas parlé des Gabonais ici, mais le problème concerne toute l'Afrique entière. Voilà. Et on n'est pas là pour chercher une nationalité quelconque, on est là pour défendre nos frères africains. Alors, Madame Mengue, je ne sais pas pourquoi, depuis là, vous ne faites que dire arrêtez cette connerie de mission. Vous n'êtes pas autorisé, vous n'êtes pas obligé de rester là. Voilà, ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent connaître les difficultés que nous traversent nos frères et sœurs en Libye, laissez-nous écouter notre frère qui est de ce côté et qui nous apporte des informations édifiantes, des informations capitales pour pouvoir continuer ce combat que nous avons commencé depuis un bout de temps. Alors, il y a Olivier Symphonie qui nous parle français, les présidents africains qui sont les terroristes. Vous ne parlez pas d'eux. Je ne sais pas à quel moment il a rejoint ce direct. Il faut aussi que sur les réseaux sociaux, que les gens retrouvent à la fois leur raison et un petit peu de jugeote. Quand vous venez sur la page d'une personne avec qui peut-être vous n'êtes pas amis, il faut vous renseigner. Jean Crépagny-Amsi, Patricia Ndinga, Abdelaziz Moundé, votre serviteur, nous sommes des Africains, des Camerounais, des Congolais engagés, sérieux au service de notre continent. Nous participons à toutes les manifestations qui concernent l'Afrique. Sur le CFA, avec Kémy Seba et les autres frères, avec Nicolas Abou, pour défendre le président Gbagbo Ala, pour le Cameroun avec Ezeka, Monique Mateke, pour le Congo avec la situation au Congo pendant les élections. Donc, les leçons, je dis rapidement, nous ne sommes pas là pour qu'on se donne des leçons ce soir. Nous sommes dans une occasion fraternelle, citoyenne, pour avoir le détail. Et donc, quand vous venez sur la page de quelqu'un que vous ne connaissez pas, essayez de vous renseigner parce que tout se balance. Quand quelqu'un a un avis sur la France-Afrique, il le balance à tort et à travers. De grâce, calmez-vous un tout petit peu sur les questions qui concernent la France-Afrique, etc. Nous avons parlé des causes, de l'amont de cette situation-là en début. Nous avons également balayé un certain nombre de sujets liés à la responsabilité des gouvernements africains sur la précarité, la misère et la situation de la jeunesse. Mais nous sommes aussi avec John Carter pour qu'il nous parle, qu'il fasse un reportage, qu'il fasse une description, vraiment quelque chose de très précis sur comment c'est organisé pour que nous puissions agir efficacement. Jean Crétin. Alors, il faut savoir, je peux comprendre ceux qui sont plus ou moins sensibles à ce qui s'est dit par rapport aux passeurs, parce que il y a beaucoup de migrants qui sont en Europe et qui ont été aidés par des passeurs, effectivement. Alors, ces passeurs-là, on ne dit pas qu'ils vont vendre leurs frères, on dit tout simplement qu'il y a un chemin qui est mis en place, et c'est par ce chemin-là est très dangereux, et c'est par ce chemin-là qui croise beaucoup nombre de criminels et de malfaiteurs qui les ont dans des guet-apens. Moi, ce que je voulais demander à John, c'est par rapport à sa vidéo, parce que aujourd'hui, vous contestez, certains contestent peut-être notre intervention avec John, alors que samedi, ils étaient bien à la manifestation. Par rapport à cette vidéo-là, dont l'investigateur, c'est bien la personne que nous avons en direct avec vous, John. Alors, c'est bien cette personne qui était là. J'aimerais juste savoir, John, lorsqu'il y a ces ventes aux enchères sur une place comme ça, on parle effectivement de vente voilà, pour des personnes, des femmes qui vont servir d'objets sexuels comme des hommes également. On réduit un peu, mais je pense qu'il y a des industriels au niveau des bâtiments, il y a également, c'est tout un business qui sert tout un pays finalement. Est-ce que lors de ces ces ventes aux enchères, il y a tous ces patrons qui sont là, qui sont réunis, parce que entre bien l'offre et la demande, hein, il faut bien se comprendre, il y a bien l'offre et la demande, il y a une demande quelque part pour qu'on puisse, pour que ces malfaiteurs, ces criminels puissent faire ça. Alors, ce que nous dénonçons, ce sont les conditions et de vendre un être humain que nous ne tolérons pas du tout. Les gens, effectivement, en Afrique, ils souffrent, la jeunesse souffre, il n'y a pas de message.
les présidents n'ont pas de message pour la jeunesse, alors que l'Afrique regorge de la jeunesse. Il n'y a pas du tout de message, il n'y a pas du tout d'avenir. Et à partir de ça, il y a des jeunes qui veulent partir rejoindre l'Europe, soit parce qu'ils ont de la famille là-bas, des points de chute là-bas, et le chemin est très lent et périlleux. Et c'est à travers ce chemin périlleux qu'ils croisent justement des individus qui mettent à mal effectivement leur vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire que sur ces marchés, il y a l'offre et la demande, et que la population libyenne non seulement est complice, puisque j'imagine que ça ne peut pas se faire sans l'attestation des commissariats, des policiers, des habitants, des industriels, parce que c'est un marché entre l'offre et la demande, c'est un business. Bien évidemment, c'est ce que je disais tantôt. Si déjà les policiers sont dans la danse, ça veut tout simplement dire qu'il y a une complicité entre ces gens qui pratiquent ces actes-là et le gouvernement libyen, dans la mesure où on qualifie le noir comme la main d'œuvre en fait. Donc c'est la main d'œuvre facile entre guillemets. Donc vous avez des gens, comme vous le dites, des industriels, des entrepreneurs, des bâtiments et consorts en fait, tous ceux qui font dans des chantiers. C'est là-bas qu'ils viennent se ressourcer. Vous allez voir dans des chantiers, vous allez voir ceux qui ont des fermes, ceux qui travaillent dans des plantations, c'est là-bas qu'ils se ravitaillent. C'est là-bas qu'ils se ravitaillent en main d'œuvre. Ceux qui ont besoin également d'une femme, parce qu'on sait, entre guillemets, ils disent que la femme, moi, et voilà, elle sait faire, et voilà, ce qu'on sait. Donc du coup, c'est là-bas qu'ils se ravitaillent. Et aussi pour ceux qui en ont besoin, à Sabrata, par exemple, pourquoi j'ai employé le terme objet sexuel? Parce que là, quand je suis arrivé à Sabrata, après avoir discuté avec le confrère sénégalais avec qui je travaillais, j'ai rencontré une jeune fille, une jeune ivoirienne, qui m'a dit qu'elle avait fait pratiquement 6 mois chez un Libyen, et elle ne faisait rien d'autre que d'être utilisée sexuellement. Il donnait à manger quand il voulait. Quand il voulait, il donnait à manger, et elle pouvait faire 2 jours, 3 jours sans manger, et on l'utilisait sexuellement quand il voulait, quand on lui semblait. C'est pour dire que la situation est atroce. Donc, bien voilà, c'est compliqué, la situation est complexe. Ce n'est pas seulement pour le sexe, ce n'est pas seulement pour travailler dans des plantations, mais pour d'autres business, les blancs sont utilisés. C'est la main d'œuvre facile, en fait. Alors, merci John pour cette intervention. Qu'est-ce que tu aurais ajouté, toi, Abdelaziz, parce qu'il est un peu fatigué, hein, il est dans des conditions aussi un peu de détention, on peut dire. Parce qu'il peut voilà. Mais écoutez, on va libérer John Carl Carter et remercier l'ensemble de ceux qui participent à cette vidéo, que ce soit des commentaires absolument, je veux dire, qui sont hors sujet, comme ceux que je viens de lire, ou ceux qui sont pleinement dans le sujet, qui nous demandent des informations, qui nous demandent ce qu'il faut faire, comment interpeller les gouvernements africains, comment l'Union africaine peut agir de manière globale. Je rappelle que nous sommes en direct avec John Dal Carter, c'est ce jeune Africain qui a été à l'origine des révélations de pratiques esclavagistes abjectes, immondes, qui sont en train d'indigner le monde entier. Ce sont des Africains noirs subsahariens qui sont détenus à Sabrata, à Tripoli, à Benghazi, des villes de Libye, en provenance de Tunisie, en provenance du Tchad, du Niger, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, et qui ont pensaient partir rejoindre l'Europe en traversant la Libye, et bien qui sont détenus là-bas, vendus 400 dinars, c'est-à-dire 100 000 francs CFA, les femmes comme objet sexuel. Il venait de nous parler de cette Africaine qui a été détenue 6 mois par un Libyen comme objet sexuel. Elle était vendue aussi à 400 dinars, 100 000 francs CFA, et bien d'autres Africains qui sont toujours dans ces lieux de détention, qui sont toujours vendus sur ces marchés à Tripoli, qui sont vendus sur ces marchés à Benghazi, qui sont vendus sur ces marchés à Sabrata. Il nous a parlé de toutes ces filières. Et ce que nous allons faire avec Jean Crépin Niamsi, avec Patricia Dinga et bien d'autres, nous allons documenter ce sujet, faire un compte rendu exhaustif et précis, faire le point sur l'ensemble des sujets qui sont l'ensemble des manifestations prévues, et aussi et surtout
il faudrait que la question judiciaire, Jean Crépin Niamsi, soit posée, puisqu'il y a un collectif mis en place pour vivre sur le plan judiciaire les auteurs et les coupables de ces actes-là. Il faudrait continuer à mettre la pression sur le gouvernement libyen parce que tout à l'heure, John Dal Carter nous a confirmé qu'un policier libyen impliqué dans cette filière-là exigeait hier soir encore à un de ses relais sénégalais à Tripoli 300 000 francs pour libérer 4 Camerounais. Voilà, suite à la manifestation qui a lieu à Paris plus précisément, donc samedi 18 novembre, c'était une sorte de rançon, comme le précise très bien Patricia. Donc il y a beaucoup d'informations que nous avons eues à la fois sur la filière, à la fois sur les principaux responsables qui sont ces esclavagistes arabes en Libye, aussi des pratiques dans des pays voisins comme la Tunisie, où des femmes sont utilisées comme des bêtes de somme. Des femmes sont utilisées comme des objets sexuels, des hommes aussi dans des travaux champêtres, à la maison, dans les intérieurs. Et je rappelle aussi que ces pratiques ont cours au Liban, à Dubaï, au Koweït et dans un certain nombre de pays. Et que si l'Union africaine doit s'intéresser à cette question, comme l'a dit tout à l'heure John Dal Carter en synergie, il faudrait que le problème soit traité globalement parce qu'il y a un certain nombre d'implications, un certain nombre de personnes qui sont intégrées dans la filière, qui appartiennent parfois aux missions diplomatiques, aux postes consulaires, comme cette révélation sur ce Camerounais qui avait été désigné pour représenter le consul honoraire, le poste consulaire à Tripoli et qui s'est livré à des pratiques abjectes où il passait également des frères et des sœurs. Donc, merci John Dal Carter vraiment d'avoir participé à ce direct. Nous allons rester avec toi. Nous allons faire un travail avec toi déjà pour que ta protection soit assurée, pour qu'on puisse suivre vraiment tes pas et gestes. Tout à l'heure, ta vidéo a été signalée par un certain nombre de personnes également sur cette page, par des hackers également qui ont intérêt, comme on te l'a rappelé, c'est un business, donc il faut faire très attention. Ce collectif, ce travail en commun que nous sommes en train de mettre en place, c'est un travail pour tous les Africains, pour tous les Noirs qui ont intérêt à ce que ces pratiques esclavagistes se cessent, qui ont intérêt à ce que nous sachions très bien ce qui se passe pour que demain ne soit plus jamais ça, pour que demain on n'ait plus à avoir des pratiques sur le continent africain du Cap au Caire, du Caire au Cap, où un seul Africain est dans l'esclavage, qu'il s'agisse dans un pays du Maghreb, un pays arabe ou un pays de l'Afrique subsaharienne. Donc voilà le travail qui est amorcé. Nous revenons vers vous parce que nous avons eu une séance de travail longue et nous allons continuer à avoir des concertations pour que le fin mot soit donné sur les actions qui seront menées, pour que tout ce que vous dites, tous vos commentaires, toutes vos propositions soient mises ensemble et finalement que nous puissions vraiment libérer jusqu'au dernier Africain subsaharien là-bas. Merci beaucoup. Je crois qu'Abdelaziz, on peut préciser pour les personnes qui veulent être bénévoles aussi par rapport à leurs compétences, ça peut être en termes de logistique, en communication, parce que ce qui serait bien, je pense, c'est faire de la communication de prévention au niveau des pays africains déjà, parce que le problème somme est immense et ça dépasse même notre propre personne. Hein. Donc, les personnes qui semblent être bénévoles avec des compétences pour pouvoir nous aider en termes de logistique, de communication, juridique, sont les bienvenus, peuvent inbox du profil d'Abdelaziz, laisser leurs coordonnées et on va se concerter pour vous contacter. Et ceux qui veulent aussi, pourquoi pas, relayer les informations ou ça soit qui ont des possibilités de fret pour alimenter, aider les personnes sur place, ça soit par exemple donner des téléphones portables à des personnes qui en ont besoin, des chaussures, des choses comme ça. Ça aussi, il faudrait qu'on mette l'humanitaire au centre aussi. Je ne sais pas ce que John en pense de cela, parce que c'est lui qui est sur le terrain, qui va même de nous rapporter les nécessités, les premières nécessités. Déjà, c'est important. Sur cette période aussi, au Maghreb, ils ont un peu le climat européen, il est extrêmement frais. J'ai reçu des images hier, effectivement, de certains migrants ceux qui n'étaient pas détenus, passaient la nuit sur la plage en Libye, c'était douloureux de savoir ça. Donc, rien de là serait vraiment bienvenu. Alors, ça veut dire, c'est quoi? C'est en termes de pull, de couverture, de chaussures, de chaussettes, de bonnets, parce qu'un climat frais.
C'est ça? Sur tout ce qui est de première nécessité, bien voilà, ces gens en auront besoin. Ce soit les pâtes dentifrice, brosse à dents, enfin tout ça. Donc, D'accord. c'est vrai que bien voilà, déjà à manger, si vous avez vu certaines de mes vidéos que j'ai faites, manger c'est un problème pour eux. C'est important. Surtout dans cette période ici, en période d'hiver, on en a qui passent les nuits sur les plages parce qu'ils n'ont pas où dormir. Donc, je pense que ce serait important. Alors, donc, John Dal Carter, en répondant à Patricia Ndinga tout à l'heure, pour des mesures d'urgence, pour une aide humanitaire d'urgence, je pense que nous, Africains, on devrait effectivement, après cette mobilisation de Paris, de Montréal, de Bamako, de Bobo Dioulasso, de Yaoundé également ce matin ou d'autres capitales africaines, nous devons aussi rassembler, mobiliser, collecter du matériel de première nécessité, des vêtements, des couvertures, de la nourriture, etc., du sucre, du riz, des boîtes de conserve pour qu'on puisse acheminer vraiment par des gens qui ont des frettes, qui peuvent aussi se porter bénévoles. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rappeler ce que Patricia Ndinga a dit? Ceux qui peuvent se porter volontaires dans différents domaines peuvent vraiment se rapprocher de nous pour qu'on puisse organiser tout cela. C'est-à-dire qu'une seule main ne pouvant attacher un paquet, il s'agit d'un travail collectif, un travail d'ensemble. Vous savez très bien que le peuple noir et l'Afrique subit depuis des siècles et des siècles une situation. Cette situation d'esclavage qui est en train de se perpétuer d'une certaine manière aujourd'hui. Le monde noir a subi la traite orientale dans le monde arabe, a subi la traite négrière à partir du 15e, 16e siècle. Donc, il faudrait que les gens soient conscients de ce qui se passe en ce moment n'est pas une petite affaire. N'est pas une simple affaire qui va passer comme ça, comme une vague après 2 manifestations ou d'autres. Il faudrait structurellement aborder le problème, l'amont, les causes, avec les gouvernements africains, la gouvernance africaine, les questions d'alternance démocratique, les opportunités pour les jeunes qui n'existent pas, la précarité, la misère qui pousse des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans, 17 ans à partir. Il faudrait également considérer les rapports nord-sud, comme on dit, avec les multinationales, le pillage des richesses du continent, mais aussi les situations d'urgence. John Dal Carter nous aide à remonter la filière, nous aide à décrire précisément ce qui se passe en Libye pour des interventions concertées de l'Union africaine au niveau global. Et il faudrait aussi que nous puissions également soutenir nos frères et sœurs là-bas qui sont dans des situations d'urgence humanitaire. C'est de l'eau, c'est des packs d'eau, c'est des couvertures, ce sont des vêtements, des pulls, des chaussures, des froids en ce moment, des bonnets, etc. Que nous puissions nous organiser déjà au niveau de Paris pour avoir un point de collecte de tout ça, que ceux qui sont dans le fret, le transit, puissent également s'impliquer. Donc, je pense qu'à partir de demain, nous allons mettre en place ce dispositif-là avec des informations précises pour que les uns et les autres puissent converger, qu'on ait un point de rassemblement, un point de collecte dans différents points en Île-de-France et en France de manière générale pour avoir un départ rapide de ce matériel-là vers la Libye. Nous allons essayer avec John Dal Carter et les autres de voir comment il est possible d'acheminer de manière efficace cela vers la Libye et puis également continuer le travail avec lui, avec d'autres pour que les gouvernements, la société civile de la diaspora africaine puissent maintenir la pression sur les gouvernements parce que vous savez, si on les lâche, ils n'agiront pas. Or, le problème et la question majeure aujourd'hui est de faire libérer nos frères et que cette situation ne puisse plus se reproduire. Alors, libérer, ce que tu dis est très juste, vraiment, parce que l'ONU disait que il déplorait tout simplement les conditions de détérioration des migrants. Alors que nous condamnons et nous demandons la libération de nos frères et sœurs avec justement la participation, parce qu'on ne va pas le faire seul, on ne va pas aller sur place le faire seul. Il faut que les présidents africains marquent, tapent sur la table, marquent un point fort, parce que sans eux, rien ne peut se faire. Il faut qu'ils bougent, parce que nous allons les faire bouger dans les rues, nous allons les faire bouger avec le service humanitaire que nous allons mettre en place, mais nous condamnons aussi le silence de tous ces Africains, de tous ces présidents africains qui sont sous silence. C'est inadmissible de voir ça à notre époque. Voilà. Alors, Marie-Chantal Schneider nous informe que
le 25 novembre, ce samedi 25 novembre à 14 h, ils seront devant l'Union africaine à Genève. Il y a également nos frères de Perpignan. J'ai eu Valentin Gandimoun tout à l'heure en Messenger qui m'a informé qu'à Perpignan, en France, il y aura une manifestation également à 14 h là-bas. Il y a une manifestation qui est prévue devant le consulat de Tunisie à la rue Chassouloba ce même 25 novembre. À Bruxelles également, en Belgique. Donc, nous allons en Allemagne, sur une page dédiée, avoir le programme général. Et j'invite les uns et les autres à nous envoyer toute l'information chaque fois. Le 24 novembre également avec les sans-papiers. Les sans-papiers à Paris. Voilà, les travailleurs à Paris, 24 novembre, 25 novembre. On va mettre tout ça, cette coordination-là. Ça bouge un peu partout. Voilà, voilà. Ça, tu sais, Abdelaziz, il y a aussi au Canada, il y a des personnes qui sont à Rouen qui veulent faire des choses, qui sont venues sur Paris. Il y a en province également et dans différents pays. Ils veulent faire, ils veulent. On n'est plus là, même si on va manifester, ce n'est plus de l'émotion. On veut être pragmatique. On veut effectivement dire non à cette situation, non à l'esclavage et non à la Libye de ce qu'ils font subir à nos frères et sœurs sur place. D'accord. Alors donc voilà des informations. Nous allons récapituler tout ça. Chacune et chacun d'entre vous aura l'information. Nous allons avoir une page aussi dédiée parce qu'il vaut mieux qu'on ait une page pour que vous puissiez avoir toute l'information précise en temps et en heure. Les spécialistes de webmasters peuvent aussi nous contacter. Les informaticiens, les webmasters, nous aurons besoin de tous ces éléments-là pour bien travailler dans une communication fluide. Je veux aussi parler un peu. Alors, il y a aussi à ce genre, Monsieur Congo, Madame Patrice Nongé, sincèrement, de grâce, s'il vous plaît. Nous sommes arrêtés de faire ce parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire. Vous envoyez des messages, on ne sait pas ce que vous cherchez. Si vous avez des idées, ramenez des idées. Essayez de nous descendre. Vous croyez que ces gens qui sont ici en train de faire ce travail, et ceux qui sont là-bas, on n'a pas autre chose à faire. S'il vous plaît, de grâce, arrêtez quand même. On est en train d'essayer de faire quelque chose. Vous êtes là pour descendre comme vous avez l'habitude de le faire. Alors, ce qu'on va dire, c'est d'éviter de mélanger les combats. Alors, moi, j'ai bien entendu, je vais récapituler Abdelaziz parce que je te remercie. Effectivement, je n'ai pas voulu relayer tout ce que j'ai pu lire parce que ça ne sert absolument à rien. Déjà, premièrement, droit d'expression, les personnes ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, si vous ne voulez pas être sur cette page vous arrêtez tout simplement et puis vous allez manger. Il est l'heure, je pense. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que nous, on ne va pas lâcher. On est avec vous et tout ce qui est dit de médisant sur Facebook concernant que oui, le combat qu'on est en train de mener, on est en train de nous distraire soi-disant parce qu'on s'occupe de l'être humain et qu'on est contre la vente aux enchères des êtres humains. Si ça ne vous dit rien, alors je pense que vous ne faites pas partie de l'humanité. On sait bien qu'en Afrique, il y a des choses qui bougent, il y a des entreprises qui sont mises en place, il y a des jeunes qui essaient de faire des choses. Ça, c'est le quotidien de tous les jours qui sont également soutenus. Mais l'heure est aujourd'hui un combat également. Et à chaque fois, nous souhaitons qu'à chaque fois qu'il y a un combat, qu'on soit tous unis d'une même voix pour accompagner ce combat. Ça n'enlève pas le quotidien de tous les jours, ça n'enlève pas les réussites de l'Afrique, de ce qui se passe. Donc, il ne faut pas confondre, il ne faut pas passer à côté de l'histoire. Restez dans l'histoire avec nous par ce combat contre l'esclavage en Libye. Merci Patricia Dinga, merci Bouba, merci Jean Crépin-Yapsi et surtout vraiment un grand merci encore renouvelé et chaleureux à John Dal Carter. Nous sommes ensemble, vraiment comme on dit vraiment main dans la main. Nous sommes vraiment main dans la main pour que ce travail puisse être fait. Nous allons rester en contact, nous allons travailler continuellement au quotidien. Nous avons besoin pour l'instant vraiment de manière très rapide et urgente d'un certain nombre de choses, des couvertures, de la nourriture, des pulls, il fait froid. Il y a des migrants qui dorment dehors sur les plages et actuellement en Tunisie, en Libye, il fait extrêmement froid, donc il faut des couvertures, des pulls, des chaussettes, des bonnets, du sucre, des boîtes de conserve, que ce soit des sardines parce que c'est nutritif, enfin beaucoup de choses et des points relais, des personnes qui ont des frettes, qui connaissent des gens qui peuvent mettre dans des conteneurs, que ça puisse partir. Bientôt, c'est les fêtes. Exactement. Également, on aimerait, alors, il y a Marianne Simon et Canet qui dit comment on fera parvenir
tout cela, puisqu'ils sont détenus par des esclavagistes, effectivement, c'est une question. C'est pour ça qu'on a besoin de John Dal Carter et de non, bien. En fait, John a eu à le dire. Oh, oui. Il a eu à dire que les migrants qui sont dehors, il y a des migrants qui se promènent dehors, qui sont sur les plages, il y a ceux qui sont sur les plages. Mais à partir de ça, il y aura une réunion concertée pour que nous puissions voir avec les relais sur place comment faire. Très bien. On ne sait pas si on pourra aller jusqu'au camp, il faut être clair. Mais dans tous les cas, il y a des migrants qui traînent dehors, qui sont affamés, qui sont livrés à eux-mêmes également. C'est ça. Voilà. Alors donc, il y a ces situations et je rappelle que nous allons continuer le travail, nous allons coordonner les manifestations et informer également sur ce qui va être fait. Il y a Bazar qui nous parle d'être unis, de faire une opération à Paris entre vous et Claudicia. Il ne faut pas se disperser. Vous avez très bien vu dans les vidéos que, évidemment, nous avons travaillé de concert, même dans la main avec Claudie, Kémy et les autres. Il n'y a pas de question de dispersion. C'est simplement qu'il faut de l'information, il faut de la coordination, il faut du relais, il faut rester en veille pour que la pression soit maintenue, pour que également toute la lumière soit faite sur ces exactions, sur cette situation-là. La situation d'urgence, nous sommes en train d'en parler. Patricia en parlait tout à l'heure avec John Dal Carter. Jean Crétin-Yamsi a évoqué la question judiciaire, il y a les questions médiatiques, les journalistes africains qui vont effectivement être en consortium pour suivre cette question-là. Les élus également de la diversité avec Dieudonné Ngomou qui parlait tout à l'heure d'une prise d'initiative dans ce sens-là. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se faire, de s'organiser. Toutes les analyses géopolitiques, toutes les analyses structurelles qui sont faites, on en a besoin. L'Afrique est sous la coupe réglée d'un certain nombre de pays, de multinationales et d'intérêts, on le sait. Mais il y a une situation, c'est cette situation d'urgence qu'il faut régler, soit le rapatriement de nos frères et sœurs, soit effectivement qu'on puisse leur acheminer du matériel, comme l'a précisé Patricia là-bas. Demain, nous serons encore ici présents avec vous. La création de cette page est imminente. On va s'atteler à cela. Les comptes rendus vont être faits. Et nous remercions encore pour le libérer, John Dal Carter. Vraiment, cher frère, cher ami, bonsoir. Bonsoir à toi. Et on reste connecté, on reste là, on va te protéger. On va te protéger. Et puis, également, je remercie vraiment tous ceux qui ont participé ce soir, tous ceux qui ont donné un avis, tous ceux qui se sont exprimés sur la question, aussi ceux qui ont parfois débordé parce que parfois couché sur son canapé, effectivement, on peut avoir une attitude un tout petit peu désinvolte comme ça, mais nous restons sérieux, nous restons concentrés et merci encore pour cette mobilisation africaine noire. Bonne soirée, évidemment, avec Claudie, Kémy et tous les autres. Ouais. Non, ça c'est clair, hein, il faut préciser, ça dit, il faut mettre l'accent dessus. La manifestation, tout ce qui se passe, ça sera en concertation, en collaboration avec Kémy Séba, Claudicia, tout le monde. Donc, il n'y a pas de division. Rassurez-vous, chers compatriotes. Donc, ça va bien se passer. Unis et rassemblés. Bye bye. Bye bye.